Salam alaikum, Azul Flaoun. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril 2025. Vous savez mieux que moi que cela correspond au printemps berbère. On a l'habitude de considérer que ce printemps berbère a commencé le 20 avril 1980 à l'occasion d'une conférence organisée à l'université de Tizi Ouzou par le grand poète intellectuel, romancier Feu Mouloud Maamri, que les Algériens connaissent, en tout cas, surtout dans les régions berbérophones, mais c'est un Algérien, comme on dit chez nous, bi ma'na al-kalima, un véritable intellectuel, et ce profil d'intellectuel nous manque cruellement aujourd'hui, car la médiocrité a remplacé l'excellence dans notre pays, bien sûr. Hacha li ma yithalch, mais on n'a plus des intellectuels de la trempe de Mohamed Maamri, ou de la trempe de Mohamed Dib, ou de la trempe de Kateb Yassine, ou de la trempe de Tahar Djaoud, et j'en passe, et des meilleurs. Vous savez, parfois je me laisse bercer par cette Algérie de l'excellence qui nous manque tant. Et d'autres me disent, oui, mais les choses ont changé. Non, il y a des pays qui montent en excellence, il y a des pays qui sont restés fidèles à l'excellence. Et pourquoi notre pays a tellement perdu en termes d'excellence depuis une cinquantaine d'années? Je vous parle souvent de la diplomatie algérienne en vous parlant de Feu Cherif Guellel, l'ambassadeur d'Algérie aux États-Unis entre 63 et 67, de Feu Mohamed Seddeq Ben Yahya, qui était un brillant avocat, brillant diplomate et brillant ministre des Affaires étrangères, qui avait réussi à faire libérer les diplomates américains à l'ambassade de Téhéran le 20 janvier 1981. Je vous parle souvent de Feu Sidi Ahmed Rosali, du grand juriste et diplomate Mohamed Bejaoui, qui était entre autres ambassadeur à Paris dans les années 70. Et avant ça, il était ministre de la Justice et en plus ministre des Affaires étrangères. Bref, est-ce que c'est normal que nous n'ayons plus des grands intellectuels, des grands diplomates, des grands journalistes? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors revenons à Mohamed Maamri. Mohamed Maamri donc a voulu organiser une conférence à l'université de Tizi Ouzou en mars 1980. Les autorités algériennes avaient refusé. Le thème de la conférence, c'était quoi? C'était la poésie ancienne kabyle. Vous savez que Mohamed Maamri était connu déjà depuis les années 50 avec son roman La colline oubliée, qui avait fait fureur à l'époque. Ouais, imaginez les années 50. Il y avait Mouloud Maamri, Mohamed Dib, Mouloud Farhoun. Et à côté, il y avait Albert Camus. C'est vrai que Albert Camus, dans la mesure où il avait reçu le prix Nobel de littérature, a écrasé sur le plan médiatique au niveau de la littérature mondiale ces grandes figures de la littérature algérienne. Mais il n'en demeure pas moins. C'était des grands hommes. C'était des grands hommes. Et si l'Algérie ne les honore pas, comme la France honore les grands écrivains comme Sartre ou Camus, qui va le faire si c'est pas notre propre pays? Vous savez, tant qu'on n'assumera pas l'entièreté de l'histoire algérienne, l'histoire algérienne ne commence pas au 7e siècle. Parce que si on ne fait pas démarrer l'histoire de l'Algérie, il y a 2500 ans, avec la grande ville de Constantine, qui est devenue, il y a 2200 ans, la capitale du royaume numide, eh ben on aura toujours des Français pour dire que l'Algérie n'existe que depuis 1830. Donc il faut faire marche arrière toute pour glorifier l'ensemble de l'histoire de l'Algérie, en assumant Massinissa, le roi de Numidie, en assumant Saint-Augustin, qui était un des premiers
père fondateur de l'Église mondiale. N'oubliez pas, l'Algérie était chrétienne avant la France. L'Algérie était civilisée avant la France. Ne l'oubliez jamais. Et la France est devenue chrétienne après l'Algérie. Bien sûr, il faut assumer, être fier de notre héritage musulman à partir du 7e siècle. Mais si nous voulons gagner la bataille des idées, la bataille de l'antériorité historique, il faut assumer l'entièreté de l'histoire algérienne, qui est une histoire plurielle. L'Algérie était païenne, l'Algérie était chrétienne, l'Algérie était vandale, l'Algérie était byzantine, l'Algérie a été musulmane, l'Algérie a été turque, l'Algérie était française et l'Algérie est redevenue algérienne après 1962. Mais il faut assumer l'intégralité de notre histoire, l'intégralité des apports civilisationnels, l'intégralité des apports spirituels. Et si je profite de cette journée du 20 avril pour vous parler de cette intégralité de l'histoire algérienne, c'est pour adresser un message à ceux qui veulent réduire le printemps berbère uniquement à la date du 20 avril, c'est-à-dire 1980. Vous savez, le problème de l'Algérie, c'est pas simplement les gouvernements qui président aux destinées de l'Algérie depuis 1962. N'oubliez pas que le printemps berbère a commencé déjà il y a très très longtemps. À l'époque de Yugurta et du roi de Mauritanie, Bocuse, qui était son beau-père. Et à l'époque, c'était entre 111 et 104. Pendant 7 années, Yugurta, qui était roi numide, contre qui se battait-il? Il se battait contre les Romains. Les Romains, c'était pas des musulmans. Les Romains, c'était pas des Arabes. Les Romains, à cette époque-là, n'étaient même pas chrétiens. Ils étaient païens. Et pendant ces 7 longues années, est-ce que Yugurta a pu compter sur le soutien d'autres berbères, en l'occurrence son beau-père, le roi Bocuse de Mauritanie? Mauritanie, c'est le Maroc actuel. Eh bien non. Qui a trahi le roi Yugurta? C'est un autre berbère, son beau-père, sa propre famille, le roi Bocuse de Mauritanie. Ce n'étaient pas les Arabes, ce n'étaient pas les musulmans, ça n'existait même pas en Afrique du Nord de l'époque. Donc le printemps berbère, le premier printemps berbère, ça date de 111, moins 111 à moins 104, avant l'ère chrétienne. Il date de là, ce printemps berbère, ce printemps des révoltes, car la Berbérie a toujours été en révolte contre les dominateurs étrangers. Et d'ailleurs, Mouloud Maamri, qui a été empêché d'organiser sa conférence sur la poésie ancienne berbère en mars-avril 1980, à l'université de Tizi Ouzou. Voilà son livre sur les poèmes kabyles anciens. Savez-vous que le hasard de la vie a voulu que 9 ans après, il a pu organiser carrément une conférence meeting, et devinez où? Non pas dans une université, carrément dans un stade. C'était en janvier 1980. C'était pas Tizi Ouzou, c'était à Béjaïa, à Bougie, à Gaït. Vous savez, il faut se dire les choses. L'histoire n'est pas linéaire. C'est un peu comme l'effet diastole, systole en médecine. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc ce printemps berbère, comme je viens de vous le dire, a commencé avec la guerre de Yugurta contre les Romains. Yugurta trahi par un autre berbère. Et ça a continué après, ce printemps berbère, avec la révolte, là aussi, de 7 années,
de Tacfarinas, entre 17 et 24 de l'ère chrétienne. Et à l'époque, pourquoi Tacfarinas n'a pas réussi la révolte contre les Romains? Car toujours, un autre berbère a refusé de le soutenir et a préféré s'allier aux Romains. Et c'est qui? C'est le roi Juba II. Grand intellectuel, grand artiste, il avait été élevé chez les Romains. Il était marié avec la fille de Cléopâtre, l'impératrice d'Égypte Cléopâtre VII, qui s'appelait Cléopâtre Sélénée. Et il n'y avait pas d'Arabes à l'époque, il n'y avait pas de musulmans à l'époque. C'était une révolte berbère trahie par d'autres berbères. Et je vais continuer cette longue épopée des révoltes berbères. Et je vais aller beaucoup plus loin, après l'arrivée des Français en 1830 en Algérie. Et là aussi, il y a eu un printemps berbère. C'était en mars-avril 1871. Un tiers de l'Algérie, vous imaginez un tiers, 250 000 hommes, dont 100 000 cavaliers kabyles, de la région de Borj, de Bougie, jusqu'aux abords de Constantine, se sont révoltés contre la domination coloniale française et surtout contre les colons. Parce que paradoxalement, tant qu'il y avait les militaires français qui géraient l'Algérie, de 1830 à 1870, la Kabylie ne s'était pas révoltée de façon aussi importante. La vraie et la plus grande insurrection, la plus grande révolte de la colonisation, pendant la colonisation française, de 1830 à 1954, donc avant la révolte du FLN, bien sûr, en 1954, c'était la révolte de Cheikh al-Muqarrani et Cheikh al-Haddad, qui a été déclenchée à Seddouk, avec comme quartier général Borj Borj. Est-ce que vous imaginez, cette révolte, cette insurrection a eu lieu en 1871, au moment où le gouvernement français avait accordé la gestion de l'Algérie à des civils, à des colons. Et là, les Algériens de Kabylie ont dit non. Vous imaginez, c'est parce qu'il y a eu un gouvernement civil en Algérie géré par des colons qu'il y a eu la plus grande révolte kabyle, le plus grand printemps berbère de l'histoire de l'Algérie. C'était en 1871, c'était pas en 1980, c'était pas en 2001, c'était pas en 2019, c'était en mars-avril 1871. Alors, je regrette qu'on n'associe pas le printemps berbère à toutes ces dates extrêmement importantes. Est-ce que vous savez que les Français, lorsqu'ils ont abattu cette révolte berbère de mars-avril 1871 qui a duré jusqu'au janvier 1972, est-ce que vous savez que les Français ont brûlé 50 000 hectares de forêt? Les Français ont saisi 450 000 hectares de terres agricoles aux Algériens de Kabylie. Est-ce que vous savez que la France coloniale a obligé toute cette région à payer ce qu'ils appellent une dette collective pendant des décennies? Alors on n'en parle jamais de cela. On préfère se limiter à 1980, 2001. Non, quand on parle du printemps berbère, il faut le débuter avec le printemps berbère de Yogurta, contre les Romains, le printemps berbère de Tacfarinas, contre les Romains, le printemps berbère de Cheikh Moukrani et Cheikh Haddad, contre les Français, le printemps berbère de 1980, contre la dictature algérienne, 2001, contre la dictature algérienne. Il faut assumer toute l'antériorité des différents printemps berbères, car c'est à cette condition seulement qu'on réussira à développer une histoire commune.
Car ce qui manque aujourd'hui à l'Algérie, c'est d'assumer une histoire commune à partir du royaume numide. Et à partir du moment où on réussira à assumer cette histoire commune, cette histoire qui est fondamentalement plurielle, là, on pourra enfin mettre fin à ce conflit identitaire qui est tellement pesant en Algérie entre la dimension berbérophone et la dimension arabophone. Et ceux qui veulent déconnecter la dimension berbérophone de la dimension musulmane, n'oubliez pas que les deux plus importants empires d'Afrique du Nord étaient des empires berbères musulmans. De qui s'agit-il? Il s'agit des Almoravides au XIe siècle et des Almohades au XIIe et XIIIe siècle. Ces dynasties étaient des dynasties 100% berbères et 100% musulmanes. Et c'est ces dynasties-là qui ont réussi à aller au-delà des royaumes numides de l'époque de Massinissa. Car comme vous le savez, le roi Massinissa, il y a 22 siècles, avait étendu son empire depuis la Libye jusqu'aux confins du Maroc. Mais les Almoravides, les Almohades ont été beaucoup plus loin, depuis la Mauritanie jusqu'à l'Andalousie et jusqu'en Libye. Et cela, il faut l'enseigner aussi. Et qui était le fondateur de l'empire almohade au XIIe siècle? C'était un Algérien, un berbère algérien. Et vous le connaissez maintenant, depuis que j'ai effectué ce voyage qui a fait couler tellement d'encre, tellement de polémiques entre le Maroc et l'Algérie. Vous savez que le fondateur de la dynastie almohade, c'est-à-dire Almohadine, était un Algérien berbère musulman, né à Nadroma en Algérie actuelle. Il faut être fier de cela aussi. Car si on n'est pas fier de l'intégralité du patrimoine historique, du patrimoine culturel, du patrimoine politique, du patrimoine civilisationnel, du patrimoine religieux, du patrimoine littéraire, poétique de notre pays, et plus largement de l'Afrique du Nord, et beaucoup plus largement de l'ensemble du continent africain, évidemment qu'on va continuer à revendiquer une identité parcellaire, une histoire parcellaire, des références parcellaires. Non. Il faut assumer l'entièreté de cet héritage. Vous savez, à mon humble niveau, vous savez que je suis à la fois berbérophone du côté de ma mère et arabophone du côté de mon père, mais je reste algérien. Regardez, la première marche que j'ai effectuée en Algérie, le 1er novembre 2014, je l'ai pas commencé à Chlef, je l'ai pas commencé à Béjaïa, je l'ai commencé à Khanjla. Et à l'époque, j'avais dit que je suis berbérophone par ma mère, arabophone par mon père, mais je suis chaoui, firasi, c'est-à-dire je vais jusqu'au bout, je suis têtu. Et la grande marche, la plus grande marche que j'ai faite, je l'ai pas commencé à Ain Amran, non, je l'ai commencé de Tizi Ouzou jusqu'à Ain Salah, 1256 km à pied, entre le 21 mars 2015 et le 18 avril 2015. Il faut assumer l'intégralité de notre histoire, l'intégralité de notre culture et la pluralité de nos traditions. Tradition kabyle, tradition chaoui, tradition arabe, tradition mozabite, tradition touareg. Il faut tout assumer. Vous avez vu en mars 2014, alors que personne n'osait aller à Ardaya qui était à feu et à sang, modestement, j'étais le seul à essayer de être médiateur entre les Mozabites et, disons, les Mozarabes. Oui, excusez-moi de raconter ces histoires, mais parce qu'il faut raconter ces histoires, puisque personne ne veut les raconter. Moi, je vais raconter et l'histoire de l'Algérie et mon histoire.
personnelle, car les deux sont imbriqués. Chaque histoire personnelle est imbriquée avec l'histoire collective de notre Algérie. Après cette longue introduction, je veux évidemment rendre hommage à toutes les victimes des différents printemps berbères, qui sont fondamentalement algériennes. Depuis Yogurta, qui s'est battu pendant 7 ans contre les Romains, mais qui a été trahi par son beau-père berbère, le roi Bocchus, et qui a été ramené à Rome, affamé et mangé par les lions. Et cette leçon d'histoire, son descendant, Takfarinas, 135 ans plus tard, il l'a retenu. Et lorsque lui-même a été trahi par les siens, les musulmanes, qu'on les appelle, les musulmanes, ça dépend comment on le prononce phonétiquement, trahi par Juba II, et quand il a perdu, il ne s'est pas laissé ramener à Rome pour être affamé et mangé par des lions. Il a mis fin à ses jours avec fierté et dignité, car il ne voulait pas subir la même indignité que celle de Yogurta par ces terribles occidentaux. N'oubliez pas, avant la tragédie coloniale algérienne de 1830 à 1962, il y a eu la tragédie coloniale romaine. Rome était impitoyable avec les Berbères d'Afrique du Nord. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, et je ferai une vidéo spécialement dédiée à cette question, Rome a détruit et brûlé Carthage. Carthage qui est dans la Tunisie actuelle, mais qui avait des liens extrêmement forts avec l'Algérie de l'époque. Je ne sais pas si vous imaginez. Rome a brûlé Carthage. Et à l'époque, il y avait le pétrole actuel qui était très peu profond. Et c'est avec ce pétrole-là que Rome a détruit Carthage, comme le génocidaire Netanyahou a détruit Gaza. Faut jamais l'oublier. Ce ne sont pas les musulmans qui ont détruit ou brûlé Carthage. Ce ne sont pas les Arabes qui ont détruit ou brûlé Carthage. Ce sont les Romains. Donc oui, je veux rendre hommage à toutes les victimes des printemps berbères depuis Yogurta. Takfarinas, Cheikh Mokrani, Cheikh El Haddad, les victimes de mars-avril 80, juin 2001, etc., etc. Et pour ceux qui pensent que je ne me suis intéressé à l'Algérie qu'à partir de 2013, voici un article du Figaro, septembre 2001. Septembre 2001, vous pouvez vérifier dans les archives du Figaro. Cet article s'appelait « Le soulèvement kabyle, une chance pour l'Algérie ». Et je disais, près de 100 morts déjà, la Kabylie est en sang. Et dans cette contribution que j'avais publiée au Figaro, je disais quoi à la fin de cet article? Voilà. Première page, deuxième page. J'avais 29 ans. Je disais, il est à parier que ce soulèvement de la jeunesse kabyle, donc je parlais de 14 juin 2001, à condition qu'il ne se revendique pas comme exclusivement régionaliste berbère, mais manifestation de la dignité de tous les Algériens dans leur ensemble, va faire tache d'huile dans toutes les autres régions d'Algérie, algérois, constantinois, oranais, Sahara, qui ensemble reprendront la parole pour demander un changement radical de la situation politique avec un gouvernement de transition. Je n'ai pas parlé de période de transition, j'ai parlé de gouvernement de transition. Et pour ceux qui s'en souviennent, en mars 2021,
Est-ce que vous savez ce que j'avais demandé publiquement? Un gouvernement de transition avec des hommes et des femmes de loi qui travailleraient ensemble avec le président élu, si Abdelmajid Tebboune. Donc vous voyez, j'ai toujours été constant dans mon approche de la problématique algérienne. Je n'ai jamais parlé de période de transition, j'ai toujours parlé de gouvernement de transition. Donc, je continue. Donc, un changement radical de la situation politique avec un gouvernement de transition qui prépare le retour aux urnes, c'est-à-dire aux élections, avec comme seul décisionnaire la société civile, muette depuis 10 ans. Là, on est en 2001, donc muette depuis 91, c'est-à-dire depuis la fin du processus électoral de janvier 92. Donc cette société civile qui ne demande qu'une chose, décider elle-même de son propre destin. Voilà. Gouvernement de transition, retour aux urnes, et laisser la société civile, c'est-à-dire le peuple algérien, de décider lui-même de son propre destin. 2001, j'avais 29 ans, donc c'était 12 ans avant que je renonce à ma nationalité française, en juillet-août 2013. Donc je profite de cette journée commémorative de l'ensemble des printemps berbères pour rendre hommage à toutes les victimes de tous les printemps berbères. ربي يرحمهم إن شاء الله. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.